Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la santé mentale et nous allons en voir toute la partie théorique dans une série de 2 épisodes, commençant par celui-ci et faisant partie d'une série d'épisodes dans laquelle nous parlerons de santé mentale en général, d'outils pour comprendre, évaluer et améliorer sa santé mentale, ou encore de relations saines, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Alors installez-vous parce que cet épisode est certainement très long. Au cours de cette série d'épisodes, donc, nous allons explorer la structure de notre esprit et comment penser à notre esprit comme un moyen d'améliorer notre santé mentale. Nous expliquerons comment notre esprit conscient et notre esprit inconscient interagissent pour guider nos émotions, nos prises de décision et notre comportement. Et bien que nous serons obligés de parler des troubles psychiatriques et des problèmes de santé mentale, l'axe principal de discussion tout au long de cette série d'épisodes sera autour de ce que signifie être mentalement sain, avoir une bonne santé mentale et comment se construire sa santé mentale au travers de pratiques spécifiques effectuées soit tout seul, soit en compagnie d'un thérapeute. Les 2 épisodes intitulés Comprendre et évaluer sa santé mentale, vous êtes en train d'écouter le premier. Ces 2 épisodes s'intéressent aux questions clés et vous fourniront des protocoles pour répondre à vos interrogations concernant votre propre santé mentale. Nous verrons par exemple ce qui constitue la version de vous-même la plus saine mentalement. Vous allez apprendre à évaluer et vous allez apprendre des protocoles vous permettant de gérer vos niveaux d'anxiété, vos niveaux de confiance, comment réfléchir à vos croyances et à vos récits internes, comment réfléchir à et restructurer votre monologue intérieur. Nous aborderons également les défis communs rencontrés par la plupart d'entre nous, comme la réflexion excessive, l'overthinking en anglais. Nous parlerons du rôle des mécanismes de défense et à d'autres aspects des interactions de l'esprit conscient et de l'esprit inconscient qui peuvent vous rapprocher ou vous éloigner de la version la plus saine de vous-même. Au début de cet épisode, nous allons décrire un cadre sur la structure du soi et la fonction du soi, et nous décrirons plusieurs piliers pour comprendre ces 2 notions. Et malgré le fait que cette partie du début d'épisode risque d'apporter un grand nombre de termes qui vous seront probablement nouveaux, il l'était assurément pour moi, plus la discussion va avancer, plus vous allez vous rendre compte de la simplicité et du pouvoir de ce cadre. Cela va vous permettre de comprendre la relation entre votre esprit conscient et votre inconscient d'une manière vous permettant de vraiment mettre en pratique pour pouvoir améliorer votre santé mentale. La discussion du jour ainsi que toutes celles de cette série d'épisodes s'appuieront en grande partie sur le travail du docteur Paul Conti. Pour commencer, qu'est-ce qu'être en bonne santé? Qu'est-ce qu'une bonne santé mentale? Car tout le monde souhaite se sentir bien dans son corps et dans sa tête afin de pouvoir vivre toute la richesse de la vie. Pour la santé physique, bien qu'il n'y ait pas de physique idéale caractérisant une personne en bonne santé, il y a en revanche une fourchette concernant par exemple la tension et ce qui est considéré comme une tension saine. Il y a une plage d'IMC, d'indice de masse corporelle, qui est considérée comme saine, etc. Et c'est assez raisonnable de penser qu'une personne en bonne santé physique ne sera pas essoufflée après avoir monté des marches, elle sera capable de soulever des objets sans se blesser, etc. Pour ce qui est de la santé physique, donc, tout est bien documenté et il existe de nombreux protocoles que vous pouvez suivre afin d'améliorer votre santé physique et nous en avons déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast.
Mais pour ce qui est de la santé mentale, du concept du soi, les choses deviennent plus abstraites. Et la plupart d'entre nous se demandent si nous sommes la meilleure version de nous-mêmes, si nous pensons et réfléchissons à nous-mêmes et au monde qui nous entoure de la meilleure manière qu'il soit. Donc, pour commencer, quelle est la version saine du soi? À quoi devons-nous aspirer? Une personne en bonne santé, un soi sain, approche la vie avec la capacité de contrôler ses actions et avec gratitude. Si vous regardez des personnes heureuses, des personnes qui aiment leur vie, peu importe où elles en sont dans leur vie, peu importe quel est leur statut socio-économique, leur couleur de peau, leur religion, mais toutes ces choses-là, aussi importantes soient-elles, ne sont pas les facteurs principaux du bonheur et de bien-être. Les facteurs permettant de déterminer si une personne aime la vie, si elle va prendre soin d'elle, si elle est heureuse d'être là, si elle est engagée de manière productive dans le monde, sont la détermination ou l'action et la gratitude. Et en particulier la capacité à contrôler et à initier ses actions et la gratitude. Si vous avez ces deux choses-là, la capacité d'initier et de contrôler vos actions, en plus de la gratitude, il y a très peu de chances que vous partiez dans la mauvaise direction. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a des événements qui se produisent et qui peuvent amener du malheur, cela n'enlève rien à l'engagement que vous avez dans la vie, cela n'enlève rien à votre enthousiasme dans la vie. Et lorsque vous regardez comment les personnes sont heureuses, que ça soit en psychiatrie, dans la religion, etc., ce sont toujours des personnes qui abordent la vie avec cette capacité d'action et de gratitude. Allons un peu plus loin sur ces notions d'action et de gratitude, car l'idée qu'on peut en avoir pour l'instant est que l'action est la capacité d'impacter le monde qui nous entoure, et la gratitude est le fait d'être reconnaissant. Et nous avons fait un épisode du podcast des 4 piliers sur la science autour de la gratitude, mais ici, ça n'est pas vraiment la même gratitude dont on parle. L'action et la gratitude sont ces récompenses extraordinaires s'ajoutant à la fonction cérébrale extrêmement complexe se trouvant en nous et à la psychologie extrêmement complexe en nous tous. Si on imagine un soi, je suis un je, si j'aborde le monde avec l'action et la gratitude, cela repose sur beaucoup de choses positives. Et oui, il y a des façons dont nous pouvons être mentalement malsains, mais ça commence par qu'est-ce qui se passe en nous et à quoi cela ressemble-t-il quand nous sommes sains. Il y a donc une structure du soi et il y a des fonctions du soi. Et si on regarde la structure, le fonctionnement et les parties, les composants de la structure et des fonctions du soi, nous pouvons parvenir à comprendre ce qui se passe en nous, ce que nous devrions changer pour le meilleur et comment construire l'autonomisation qui est la capacité à naviguer dans le monde et qui nous entoure pour s'efforcer d'agir de manière efficace. Et le sens de l'action de l'autonomie naît de l'autonomisation. J'ai la capacité d'initier et de contrôler mes actions car je suis autonome. Et aussi, grâce à une structure saine du soi et à un fonctionnement sain du soi, nous finissons par faire preuve d'humilité. Et nous traversons cela avec le sentiment d'avoir notre place dans le monde et le pouvoir d'y évoluer comme nous le souhaitons, mais aussi avec une conscience du monde qui nous entoure, qui est bien plus complexe que nous, qui s'étend au-delà de nous, aux autres personnes, au climat, à la santé de la planète entière. Nous ressentons un sentiment d'humilité car nous sommes là, nous pouvons faire de bonnes choses, nous avons de la chance d'être ici et nous faisons partie d'un écosystème bien plus grand. Et lorsque nous ressentons cette humilité, nous approchons le monde à travers le prisme de la gratitude. Il existe ainsi l'idée qu'une structure et qu'un fonctionnement sain du soi conduisent à l'autonomisation et à l'humilité, et c'est ainsi que nous sommes imprégnés d'action et de gratitude, ce qui nous conduit vers une vie heureuse. Il est donc un peu plus clair pourquoi, avec cette capacité d'agir ainsi que la gratitude, ce serait génial et peut-être même l'état de rêve que tout le monde
devrait chercher à atteindre. Et il est clair aussi pourquoi l'autonomisation et l'humilité sont des composants importants pour nourrir notre capacité à avoir de la gratitude et de l'action. Car tout cela équivaut à une déclaration très claire sur le fait qu'être en mesure d'agir et d'avoir de la gratitude est la meilleure manière d'aborder la vie. Ça fait sens, mais ça n'est pas le genre de choses qu'on nous a appris. Nous avons tous écouté un nombre incalculable de podcasts sur la santé physique et on nous a dit qu'on doit avoir une tension relativement basse, que notre fréquence cardiaque au repos doit être assez basse également, que certaines hormones doivent être à un certain taux, etc. Donc, dans le domaine de la santé physique, il y a des messages puissants et clairs concernant ce vers quoi nous devrions tendre. Et de la même manière que l'on parle du soi en psychologie, personne n'essaie d'avoir une tension basse ou une fréquence cardiaque au repos basse, car c'est ce qu'ils veulent à proprement parler. Ils veulent ces choses avec une certaine capacité pour l'endurance ou pour la force, etc., à cause de la façon dont ces mesures sur la santé leur permet de se déplacer dans le monde de la meilleure manière possible. Autrement dit, avoir un certain niveau d'endurance vous permet de pouvoir, par exemple, monter plusieurs étages à pied sans être trop essoufflé. Un certain niveau de force vous permet de pouvoir soulever et déplacer des objets. Et tout cela vous permet d'avancer dans la vie efficacement. C'est pourquoi, étant donné que nous venons de voir qu'avoir la capacité d'agir et de la gratitude en ayant l'autonomisation et de l'humilité était sans doute la meilleure chose à faire pour être heureux, nous devons nous demander comment avoir tout ça, quelles sont les étapes à suivre, comme ce qu'on ferait pour la santé physique. Car si vous voulez développer votre endurance longue durée, vous savez que vous pouvez faire du vélo, de la nage, de la course à pied plusieurs fois par semaine ou autre chose. Si vous voulez être plus fort, vous allez soulever des objets difficiles à soulever plusieurs fois par semaine jusqu'à ce qu'ils soient plus faciles à soulever. C'est donc plutôt simple dans le domaine de la santé physique. Mais dans le domaine de la santé mentale, dans le domaine psychologique, c'est beaucoup plus abstrait, tout simplement car personne ne nous a appris ces choses-là. Il n'y avait personne qui m'avait appris que pour avoir la meilleure vie possible, j'ai besoin d'être en mesure d'initier et de contrôler mes actions et d'avoir de la gratitude. Et nous allons donc explorer les étapes qui permettent d'avoir tout ce dont nous avons parlé, l'action, la gratitude, l'autonomisation et l'humilité, avec les recommandations du docteur Paul Conti. D'après lui, il y a un parallèle tout de même entre la dimension physique et la dimension mentale. La question est pourquoi investissons-nous autant de temps, d'argent et d'énergie pour atteindre une bonne santé physique? Pourquoi fournir tant d'efforts d'apprentissage et de mise en application? Nous faisons cela car ça a de la valeur pour nous et parce que c'est la meilleure façon d'aborder la vie. Que voulez-vous faire? Peut-être que c'est faire une course, grimper une montagne. Mais au bout du compte, nous prenons soin de nous physiquement parce que nous ne savons pas ce qui nous attend dans le futur et nous voulons par conséquent être préparés pour le bon, le mauvais et le reste. Et la même chose est vraie à propos de la santé mentale. Vous pouvez maintenant exprimer de la reconnaissance, par exemple par rapport au fait que vous respirez en ce moment, mais vous pouvez aussi utiliser votre capacité d'action pour saisir votre gourde et boire, mais cela ne signifie pas que vous êtes en train de vivre la vie à travers le prisme de l'action et de la gratitude. Mais ce qui est sûr est que l'action et la gratitude apportent le bonheur. Et il y a différentes façons d'aborder la vie, et tout comme la santé physique est fondée sur la santé cardiovasculaire, la santé et la forme sur la santé et la forme musculaire, la santé mentale est fondée sur l'action et la gratitude. Et l'autonomisation et l'humilité sont des moyens pour décrire ce qui découle de la compréhension de nous-mêmes, de la prise de soin de nous-mêmes qui nous donne l'action et la gratitude. Nous avons donc l'autonomisation, l'humilité, mais d'où viennent-ils? Et
Tout comme nous devons comprendre notre corps physique et que faire avec pour pouvoir être en bonne santé physique, nous devons comprendre notre esprit, le soi qui veut être en meilleure santé, et cela se fait en comprenant la structure du soi, et nous disposons de suffisamment de données scientifiques et grâce à la neurobiologie et à la psychiatrie pour comprendre la structure du soi et ensuite la fonction du soi, comment nous fonctionnons, comment nous interagissons avec le monde. Ça n'est donc en réalité pas plus compliqué que la santé physique, c'est juste que nous ne l'écrivons pas de manière simple. Nous le faisons à travers des pathologies, à travers ce qui ne va pas. Nous regardons les problèmes au lieu de s'intéresser à ce à quoi nous ressemblerions si nous étions heureux, pour ensuite creuser et comprendre les mécanismes. Et si nous ne sommes pas dans cet état, il faut aller regarder ces mécanismes pour pouvoir procéder à des changements. C'est la même chose si vous êtes en bonne santé physiquement, mais que vous constatez que lorsque vous utilisez un certain groupe de muscles, vous êtes excessivement fatigué. Vous allez vous concentrer sur ce groupe de muscles, vous allez vous intéresser à ses caractéristiques, car c'est comme ça que l'on comprend les choses. Et nous avons tendance à ne pas appliquer la même science, la même logique, le même bon sens pour la santé mentale comme nous le ferions pour la santé physique, mais il est temps que ça change, car nous avons désormais les connaissances et les capacités pour le faire. Dans la série d'épisodes sur la santé physique, nous avons vu tous les types d'entraînement physique que vous pouvez faire, que ça soit courir sur de longues ou courtes distances, faire de la calisthénie ou aller à la salle, faire du bodybuilding, du crossfit, du powerlifting, etc. Tellement de choses, mais nous avons vu qu'il n'y avait que 9 adaptations que le corps pouvait subir, permettant d'obtenir une tension plus faible, une meilleure endurance, une meilleure force, un meilleur fonctionnement neuromusculaire et un meilleur fonctionnement cérébral. Et il semblerait qu'il y ait pas mal de parallèles avec la création du soi sain mentalement, et on peut donc se demander quels sont les composants principaux auxquels nous devrions penser en termes de compréhension de la structure du soi et de la fonction du soi. Si on fait un parallèle avec la santé physique, nous pourrions dire qu'il y a des connexions entre les nerfs et les muscles qui nous permettent de bouger nos membres. Si nous appliquons une certaine quantité de résistance, nous obtenons une certaine adaptation qui est que la connexion neuromusculaire devient plus forte, le muscle devient plus gros ou plus fort. Vous poussez votre amplitude de mouvement un peu en dehors de votre zone de confort pour travailler votre souplesse, etc. Donc, c'est assez clair dans le domaine physique et vous pouvez assez facilement trouver des choses en ligne. Pour ce qui est du domaine psychologique, nous avons pu dire plus tôt dans cet épisode que les mesures concrètes à prendre pour être la version la plus heureuse de nous-mêmes, atteignant l'action et la gratitude, est d'explorer la structure du soi et la fonction du soi. Voyons donc ce qu'est la structure du soi, ce qui fait que vous êtes vous et que je suis moi, et ce qu'est la fonction du soi et comment devons-nous y réfléchir. Pour préparer le terrain, quand on monte dans la hiérarchie de la santé, les choses devraient être plus simples, pas plus compliquées. Si on regarde la santé physique, il y a tellement de complexité dans les niveaux initiaux. Nous allons tous avoir un fonctionnement cardiovasculaire, musculaire ou pulmonaire différent. Et si nous voulons être en bonne santé, nous pouvons faire tout un tas de choses. Et il y aura un ensemble de choix qui fonctionneront pour vous, des choix différents qui fonctionneront pour quelqu'un d'autre, et vous pouvez jouer sur l'intensité, le volume, la fréquence, etc. C'est compliqué quand on se trouve dans les niveaux en bas de la hiérarchie. Mais en continuant à grimper, disons que vous et moi faisons les bonnes choses, que se passe-t-il? Nous avons tous les deux de l'endurance, nous avons tous les deux de la force, nous sommes plus robustes, les choses deviennent plus simples, nous approchons les particularités uniques qui nous caractérisent et nous devons y prêter attention et le faire de façon très spécifique, mais ce qu'on essaie d'atteindre est quelque chose qui est commun à tous. Par exemple, la santé physique, l'endurance et la capacité d'agir et la gratitude pour la santé mentale.
Si nous regardons la structure du soi et la fonction du soi, nous trouvons qu'il y a plus de complexité, mais que c'est entièrement compréhensible. Il y a une complexité formidable dans l'esprit autant que dans le corps. Et nous sommes capables de comprendre ce qu'est la structure du soi et ce qu'est la fonction du soi, et nous pouvons évaluer de la même manière qu'on le ferait pour les paramètres de la santé physique afin de pouvoir arriver à l'endroit que nous souhaitons, que ça soit de l'endurance ou de la gratitude. Voyons donc la structure du soi. Nous avons tous un inconscient et nous prêtons pourtant si peu attention à cette part de nous qui constitue un super ordinateur biologique. À chaque seconde, il y a des millions de choses qui se déroulent dans votre corps. Par exemple, je peux parler et dire à voix haute les mots que vous entendez tout en me tenant droit sur ma chaise et en respirant, etc., etc. Il y a des millions et des millions de choses qui se passent en dessous de la surface, la plupart venant de prédispositions biologiques ou d'habitudes comme les processus de réflexion, les schémas de pensée. Donc, cet inconscient, ce super ordinateur, fait toutes ces choses à une vitesse folle. Il y a des signaux électriques et chimiques, il y a de multiples chemins qui sont aussi compliqués qu'un système routier et qui communiquent avec les autres, qui se consolident, et ce qui découle de tout ça est l'esprit conscient. Imaginez un iceberg, un gros iceberg. La petite partie au-dessus de la surface de l'eau est l'esprit conscient. Mais peut-être que 95% de cet iceberg est sous l'eau. Il y a cette masse gigantesque que vous ne voyez pas, et c'est l'inconscient. Et cet inconscient nourrit l'esprit conscient, qui constitue une partie bien plus petite de notre fonction cérébrale, mais c'est la partie dont nous sommes conscients. Elle se trouve au-dessus de toutes les choses conscientes qui sont très importantes pour qu'on puisse être conscient et qu'on puisse s'engager dans le monde réel. Pour que nous puissions avoir cette discussion en ce moment, il y a des millions de choses qui doivent se passer sous la surface pour qu'en tant qu'être conscient, on puisse faire ce que l'on souhaite. Donc, la partie de l'iceberg qui est au-dessus de la surface, c'est l'esprit conscient. Imaginez maintenant que l'esprit conscient est ceinturé par de longues vrilles provenant de sous la surface. Il y a des mécanismes de défense qui sont inconscients et qui ceinturent l'esprit conscient. Rationalisons-nous automatiquement? Évitons-nous les choses automatiquement? Nous comportons-nous de manière excessive automatiquement? Ces mécanismes de défense sont ces éléments en nous que nous pouvons observer et modifier, mais qui sont là pour essayer de protéger l'esprit conscient des aléas du monde qui nous entoure. Il y a donc la grosse partie de l'iceberg sous la surface, qui est l'inconscient, et par-dessus, au-dessus de la surface, il y a la partie émergée de l'iceberg représentant l'esprit conscient. Mais l'esprit conscient, cette partie est exposée à l'air libre, eh bien, elle est vulnérable. Imaginez donc qu'il y a une structure défensive qui émerge de la partie immergée de l'iceberg, qui est là pour protéger et défendre l'esprit conscient. Mais qu'entend-on par l'esprit conscient est vulnérable? Parle-t-on d'une vulnérabilité physique ou de la réalisation que nous sommes juste un ensemble de neurones? Autrement dit, où réside réellement la vulnérabilité de l'esprit conscient? Eh bien, pas là où elle réside physiquement, mais plutôt pourquoi nous sommes occupés à propos de notre sécurité. Actuellement, je me sens en sécurité dans le lieu où j'enregistre cet épisode. Je ne perçois rien qui puisse m'attaquer mentalement ou physiquement autour de moi. Donc, quand nous avons dit que les mécanismes de défense étaient là pour protéger d'une certaine prise de conscience, quelle prise de conscience essayons-nous d'éviter? Tout d'abord, la vulnérabilité de l'esprit conscient est à la peur, la confusion, le désespoir. Il y a certaines personnes, qui ont peur des serpents, d'autres des araignées, d'autres de la mort. Certaines personnes ont peur des problèmes de santé qui pourraient leur arriver ou arriver à leurs proches. Nous pouvons être confus, ne pas savoir quelle décision prendre et comment naviguer dans le monde et comment
être comme on le souhaite avec nous-mêmes et avec les autres. Nous pouvons nous sentir énormément vulnérables et désespérés si nous commençons à perdre des proches ou si nous voyons des choses dans le monde qui ne nous plaisent pas. Si on commence à s'inquiéter pour la planète ou par rapport aux guerres, nos enfants vivront-ils en sécurité, etc. Il y a tellement de choses contre lesquelles nous devons nous protéger. Donc, cette partie vulnérable de nous, cette partie au-dessus de la surface de l'iceberg, a besoin d'une structure défensive autour d'elle pour la protéger de la vulnérabilité à la peur, la confusion et au désespoir. Et parce que l'esprit conscient sort de l'eau avec une structure défensive autour de lui, c'est la matière première à partir de laquelle nous créons la structure de notre caractère. La structure du caractère comprend tout ça. La partie immergée de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg et la structure défensive autour de la partie émergée de l'iceberg. C'est la structure du caractère que nous utilisons pour interagir avec le monde. C'est donc la chose que nous utilisons pour interagir avec les autres, tout comme nous utilisons une voiture pour nous rendre là où nous voulons. Par exemple, à quel point êtes-vous confiant ou méfiant? Avec quelle facilité vous faites-vous des amis? À quel point vous laissez-vous aller lorsque vous êtes frustré? À quel point exprimez-vous quelque chose de négatif au lieu de le garder en vous? À quel point rationalisez-vous lorsque quelque chose ne se passe pas bien? À quel point évitez-vous les problèmes du monde autour de vous? Ou encore, à quel point exercez-vous de l'altruisme? Ce sont les manières avec lesquelles vous vous engagez dans le monde autour de vous, et cela détermine le soi. Imaginez que le soi grandisse à partir de la structure du caractère que vous avez utilisé pour interagir avec le monde et à partir des décisions que vous avez prises. Donc, si notre structure du caractère est la chose avec laquelle nous interagissons avec le monde, nous mettons en œuvre ce qu'il y a en nous, ce que nous avons déterminé à travers notre esprit conscient, notre inconscient, nos mécanismes de défense. Il y a un certain nous qui vient au monde d'une certaine manière, et si nous sommes plus ou moins confiants ou plus ou moins évitants, si nous rationalisons plus ou moins, ce sont les facteurs qui déterminent dans quelle direction nos vies s'orientent. Car le soi grandit à partir de la structure du caractère. C'est le produit des émotions que nous ressentons, des choses que nous savons sur nous et des choses que nous ignorons sur nous, des décisions que nous prenons. Vous pouvez par exemple choisir d'être moins méfiant envers les autres et cela va vous offrir des opportunités que vous n'auriez pas eues si vous n'aviez pas pris cette décision. Vous pouvez choisir d'être moins méfiant envers les autres et cela va peut-être apporter des risques que vous n'auriez pas eus si vous n'aviez pas pris cette décision non plus. Nous souhaitons être en meilleure santé, aussi sains que possible, avec un maximum de connaissances de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, pour que ça soit sûr pour nous d'avoir une structure du caractère saine à travers laquelle nous pouvons nous engager dans le monde autour de nous avec prudence, en prenant des risques raisonnables, pas trop petits au point de se restreindre et de finir désespérés, mais pas trop grands au point que des choses terribles nous arrivent et qu'on finisse par avoir peur de tout. Mais si nous ne con- si nous nous connaissons bien, notre structure du caractère est saine car elle est constituée à partir d'une structure du soi et d'une fonction du soi qui sont saines et l'autonomisation en découle, tout comme l'humilité qui nous guide ensuite vers l'action et la gratitude. L'idée ici est que c'est la structure du caractère que nous créons qui peut interagir avec le monde de telle sorte que c'est bon à la fois pour nous, mais aussi pour le monde autour de nous, nous amenant à être en mesure de vivre avec plus d'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. Les mécanismes de défense grandissent à partir de la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire de ce que nous avons appelé l'inconscient, et ils protègent notre esprit conscient de manière adaptative ou de manière inadaptée. Autrement dit, les mécanismes de défense peuvent être sains ou malsains.
Pour ce qui est de la structure du soi, il semblerait que ça soit un éventail de dispositions contextuelles, c'est-à-dire que cela dépend du contexte, de la situation. Si vous vous rendez au travail, lorsque vous rentrez dans les bureaux où toutes les têtes vous sont familières, vous n'avez pas de raison particulière d'être sur vos gardes si vous avez confiance en ces personnes. A contrario, si vous marchez dans une rue que vous ne connaissez pas, de nuit, dans un quartier pas très bien réputé, il fait sens d'être vigilant à ce qui se passe autour de vous. Donc, on a des dispositions différentes reposant sur des conditions différentes. On pourrait donc se demander si la version la plus saine de nous-mêmes mentalement est celle pour laquelle les dispositions correspondent parfaitement au contexte. Ce serait un idéal, tout comme avoir un degré d'endurance idéal pour nos besoins serait parfait, que ça soit pour faire des ultramarathons ou simplement être capable de courir 1 kilomètre si besoin, sans être complètement exténué ou blessé. Donc, quand on se questionne sur la structure du caractère, doit-on se questionner sur les dispositions dictées par le contexte et comment peut-on évaluer cela pour nous-mêmes? Tout d'abord, comme les êtres humains sont plus compliqués, c'est peut-être plus une histoire de prédisposition que de disposition. Dans les exemples qu'on a donnés avec le bureau ou la rue, vous avez une certaine prédisposition à être soit confiant, soit méfiant, et c'est quelque chose de normal, de sain. Quand vous vous trouvez dans un lieu où vous n'avez aucune raison d'être méfiant, d'être anxieux, eh bien, vous vous sentez à l'aise. Donc, vous êtes à l'aise quand vous marchez dans les bureaux à votre travail où vous connaissez la plupart des gens, car il n'y a pas de raison pour être anxieux ou méfiant. Mais vous avez une prédisposition différente quand le contexte est différent. Si le contexte peut amener à un manque de sécurité, alors vous allez y réagir de manière adéquate. Mais comme on l'a dit, il est possible que ces prédispositions se trouvent à des endroits malsains. Par exemple, vous avez peut-être été traumatisé d'une certaine manière ou vous abordez le monde d'une certaine manière à cause d'expériences antérieures que vous ne considérez pas comme un traumatisme, mais qui vous rend tout de même méfiant envers les autres. Il est donc possible de rentrer dans une pièce où vous connaissez tout le monde et où personne ne vous a jamais fait de mal et de quand même ne pas vous sentir en sécurité. La plupart du temps, cela arrive après un traumatisme, mais il existe d'autres façons pour en arriver à ce stade où les prédispositions ne sont plus si saines que ça. Mais l'inverse est vrai également. Certaines personnes peuvent avoir une défense omnipotente, faisant qu'elles ne reconnaissent pas, qu'elles ne voient pas le danger quand il est autour d'elles. L'idée est que la structure du caractère est un nid construit autour de la structure défensive. L'esprit conscient est au-dessus de la surface, l'inconscient en dessous, mais c'est ce nid qui interagit avec le monde et à travers un ensemble de prédispositions. La plupart d'entre nous avons la possibilité d'évaluer et d'assigner à une autre personne une structure de caractère sans être des professionnels. Nous disons par exemple, cette personne est géniale, elle est super gentille, ou alors c'est un crétin. Mais peu d'entre nous sont familiers avec le fait d'évaluer notre propre structure de caractère. Et une chose qui se produit probablement est que lorsqu'une personne se rend chez un psychiatre, certaines questions sont posées, certaines histoires sont racontées, permettant justement au psychiatre de déterminer la structure de caractère de cette personne et peut-être de là les mécanismes de défense, les structures de l'inconscient et de l'esprit conscient de ces personnes qui ne sont pas connues de la personne mais qui peuvent être claires pour le psychiatre de la même manière qu'un médecin poserait des questions, ferait des manipulations et des examens pour trouver ce qui ne va pas chez un patient qui lui aurait dit ne pas se sentir bien, eh bien le psychiatre utilise le langage pour sonder son patient. Donc, quels sont les aspects de la structure du caractère dont nous pouvons prendre conscience en nous-mêmes? Autrement dit, devons-nous demander quel type de caractère avons-nous, dépendant d'une circonstance ou d'une autre? Devons-nous nous demander quel type de défense nous avons? Et c'est peut-être une bonne occasion pour traiter de la question qu'est-ce qu'une
qu'est-ce qu'une bonne ou qu'une mauvaise défense. Car il semble que les mécanismes de défense sont un composant très important pour la détermination de la structure du caractère. Et ce, parce que les mécanismes de défense sont inconscients, la structure du caractère se nie autour des défenses et de l'esprit conscient à travers lequel nous interagissons avec le monde est très compliquée. Il y a autant de structures du caractère qu'il y a d'êtres humains. Donc, évidemment, c'est très compliqué. Mais il y a des facteurs qui sont toujours pertinents pour tout le monde et qui sont identifiés tels quels. Un exemple de cela serait l'isolation versus l'affiliation. Une personne a-t-elle tendance à se mettre en groupe avec les autres ou cette personne a-t-elle tendance à éviter les groupes, à aborder les pensées, les tâches, les approches de la vie d'une manière plus singulière? C'est juste un élément, il n'y a pas de jugement de valeur, car ça peut être bien ou mal ou aux deux extrémités du spectre. Nous parlons simplement de facteurs. Suis-je plus affiliatif ou ai-je tendance à m'isoler et à être plus singulier? C'est simplement un exemple. Un autre exemple peut être l'usage de l'humour. Une personne utilise-t-elle l'humour et de quelle manière? Une personne utilise-t-elle l'humour pour pallier l'inconfort d'une mauvaise situation? Ou bien une personne utilise-t-elle l'humour pour rabaisser les autres ou elle-même? Ou est-ce qu'une personne n'utilise tout simplement pas l'humour? Et de nombreuses recherches ont été faites sur ces aspects de la structure du caractère pour déterminer ce qui est le plus saillant dans cette chose que nous utilisons pour interagir avec le monde autour de nous et de laquelle émerge notre soi. Ce que l'on vient de dire me donne envie de revoir un peu ce que nous avons dit un peu plus tôt concernant l'analogie avec un médecin qui vérifierait la tension, le rythme cardiaque ou qui ferait une prise de sang avec plutôt un médecin qui demanderait racontez-moi votre journée, que faites-vous lorsque vous levez le matin? Si la personne répond qu'elle boit une pinte de bière, c'est une réponse très différente de si elle sort faire une balade pour voir le soleil ou c'est encore une réponse différente de si elle répond qu'elle boit 6 expressos dès le matin. La structure du caractère est mieux révélée en explorant les états d'action engagés par une personne, l'isolation ou l'affiliation, plutôt que la lecture d'un biomarqueur spécifique. Et dans les films ou les livres, on peut en apprendre tellement sur un personnage en observant la manière dont il interagit avec les autres. Dans certains films, vous pouvez tellement en apprendre sur un personnage en une seule scène, rien qu'avec leur réaction dans une certaine situation. On peut donc se demander si ce sont le genre de choses qu'un psychiatre souhaite entendre, si une personne lui dit qu'elle ne se sent pas bien et qu'en lui demandant ce qui s'est passé ces derniers temps, elle raconte ce qui se passe dans leur vie. Et la question est de savoir si le psychiatre écoute ces endroits où les mécanismes de défense commencent à se dévoiler, où la structure du caractère commence à se dévoiler au travers des actions que cette personne semble faire. Peut-être qu'une façon de regarder la structure de caractère, c'est que ce sont des potentialités et des prédispositions. Il y a tellement de choses latentes qui interagissent avec des événements comme la réaction d'une personne bloquée dans les bouchons. Si cette personne n'était pas coincée dans les bouchons, il n'y aurait pas de réaction. Il y a donc des potentialités, des prédispositions, et nous vivons en les mettant en œuvre comme nous avançons dans la vie. Et pour essayer de comprendre, en utilisant le parallèle avec la santé physique, si vous dites ne pas vous sentir bien, vous allez sans doute être soumis à plusieurs tests. Vous allez peut-être faire une IRM, une prise de sang, ou on va peut-être prendre un stéthoscope pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ce sont des choses qu'on pourrait qualifier d'inconscientes. Vous n'êtes pas conscient de ce que peut révéler l'IRM, la prise de sang ou comment vos poumons sonnent quand on les écoute avec un stéthoscope. Un clinicien, un professionnel de santé, s'il veut comprendre pour pouvoir aider, il doit regarder les choses qui se déroulent en dessous de la surface, car ça peut s'avérer déterminant, mais il faut également regarder tout ce qui se trouve à la surface. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes en relation avec le soi qui émane du nid de la structure du caractère.
Donc, en rentrant en contact et en donnant le meilleur pour comprendre le soi, vous apprenez ce qui se cache en dessous. C'est pourquoi un psychiatre peut apprendre comment vous réagissez dans certaines situations simplement en posant des questions. Il pose des questions pour essayer de comprendre des éléments de la structure du caractère. Comment réagissez-vous dans certaines situations? Que se passe-t-il à l'intérieur de vous? Que comprenez-vous sur vous-même et que ne comprenez-vous pas sur vous-même? Comment vous imposez-vous dans le monde qui vous entoure? Il y a donc un processus relativement similaire qui se déroule pour la santé mentale par rapport à la santé physique, mais le but ici est d'essayer de comprendre le soi et la compréhension du soi peut aider à la compréhension des composants qui sont en dessous du soi parce que c'est là qu'on va aller pour rendre les choses meilleures. Car l'idée est qu'il ne devrait pas y avoir de mystère, ou du moins, il ne devrait pas avoir plus de mystère pour la santé mentale que pour la santé physique. C'est assez rare qu'une personne fasse tous les examens possibles et qu'on ne trouve pas la raison de son mal-être, et la même chose devrait s'appliquer pour la santé mentale. Si nous examinons un soi et que nous cherchons les composants desquels ce soi provient, eh bien, nous devrions être capables de comprendre suffisamment bien pour en revenir aux composants du soi et pour procéder à des changements pour que le soi soit dans de meilleures dispositions. Et ce moi peut alors être habilité et peut ressentir de l'humilité, peut ensuite aborder la vie avec altruisme et gratitude, car c'est ce que nous recherchons. Car aucune personne abordant la vie avec altruisme et gratitude n'est pas heureuse. C'est impossible de ne pas être heureux en abordant la vie de cette manière. Donc, si nous voulons en arriver là, nous devons savoir comment y arriver, et il y a des façons qui, tout comme pour la santé physique, ne sont pas mystérieuses et que nous pouvons aborder pour comprendre et pour changer. On pourrait maintenant se demander le rôle que joue l'anxiété là-dedans. Comme nous avons dit qu'une grande partie de la structure du caractère est déterminée par un ensemble de prédispositions et de potentialités, et plutôt nous avons parlé d'être apeuré ou non dans certains environnements. Si nous pouvons entrer dans une pièce et penser à ce qu'on peut y apprendre, ou bien réfléchir à ce que les autres pensent de nous ou les deux, si oui ou non, nous pouvons accueillir des nouveaux environnements de manière sûre et adaptative, si nous pouvons ou non grandir à partir d'eux, ou si on est dépassé ou même blessé mentalement, physiquement ou les deux. L'anxiété, pour les plus scientifiques d'entre nous, est une fonction plutôt basique. On peut y penser en termes de système nerveux autonome, le degré d'excitation, la capacité à dormir la nuit, à se réveiller relativement en forme sans avoir une crise d'angoisse. Mais l'anxiété semble être un élément clé dans ce que nous avons évoqué jusqu'ici. Je pense que la plupart des personnes, moi y compris, ne pensons pas à notre structure de caractère quand on marche dans la rue. Nous ne pensons pas à comment nous allons nous comporter dans des environnements hypothétiques. Par exemple, quand on se réveille, la première chose à laquelle on pense, c'est à quel point on se sent plus ou moins bien. Certaines personnes sont des personnes plus anxieuses que d'autres, euh, par exemple, et comme ces personnes-là ont plutôt tendance à directement prédire ce qui va se passer et ce qui doit être fait, eh bien, elles ont tendance à avoir pas mal d'anxiété tant qu'elles ne se mettent pas au travail sur les tâches du jour. Et une fois qu'elles le font, elles peuvent réussir à trouver cette capacité d'initiation et de contrôle de leurs actions. Explorons donc cette sensation d'anxiété ou le manque d'anxiété, car c'est une chose avec laquelle la plupart d'entre nous sommes familiers à certains instants de nos journées, dans certaines conditions, car c'est peut-être une bonne lentille à travers laquelle regarder pour explorer les notions de structure du caractère et des mécanismes de défense. L'anxiété est-elle une défense saine, une défense malsaine, ou cela dépend-il simplement des circonstances?
Ce qui est sûr est que nous avons tous un certain degré d'anxiété en nous. Nous avons tous plus ou moins conscience que nous naviguons dans un monde imparfait. Donc, nous avons tous un peu d'anxiété en nous. Et l'idée est que l'anxiété est là pour qu'on soit vigilant quand on doit l'être, pour notre santé, notre sécurité, mais qu'un surplus d'anxiété devient contre-productif. Nous pouvons donc voir l'anxiété de manière rigide. Une certaine anxiété a du sens, elle nous garde vigilants, attentifs quand on sort d'une allée en voiture par exemple. Donc, dans ces cas-là, on peut dire que tout est normal. Maintenant, imaginons que vous allez voir un psychiatre et que vous lui dites que vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes anxieux quand vous arrivez au bureau. Si on reprend un des exemples précédents, bureaux dans lesquels vous connaissez tout le monde. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que ça impacte votre vie professionnelle et vous voulez que quelque chose change car c'est en train d'impacter négativement votre vie en général. Le psychiatre va donc commencer à s'intéresser à la structure du soi et à l'inconscient. Est-ce que vous êtes génétiquement plus apte à avoir des niveaux élevés d'anxiété? Avez-vous toujours été anxieux comme ça depuis que vous êtes enfant? On s'intéresse d'abord aux variables biologiques, à ce que la nature vous a donné. Le psychiatre va peut-être aussi essayer de s'intéresser aux choses qui ont pu vous arriver par le passé et qui sont logées dans votre inconscient. Y a-t-il des traumatismes non traités qui sont désormais en dessous de la surface, mais qui produisent davantage d'anxiété? Si vous dites que ça ne fait pas longtemps que vous êtes anxieux de cette manière, on va se demander que s'est-il passé? Avez-vous eu une mauvaise expérience récemment? Par exemple, avez-vous trébuché devant un groupe de personnes qui se sont moquées de vous au lieu de vous aider à vous relever, vous amenant à devenir plus anxieux? On cherche donc à savoir s'il y a des choses qui se passent sous la surface et qui vous impactent négativement, tout simplement parce que c'est la plus grosse partie de l'iceberg. Ensuite, pour l'esprit conscient, la partie au-dessus de la surface, on va s'intéresser à ce qui se passe. À quoi pensez-vous activement? C'est dans ces cas-là que des techniques de comportement cognitif peuvent émerger. Avez-vous des pensées du type «J'ai peur, ça ne va pas bien se passer»? Avez-vous des pensées qui vous rendent encore plus anxieux? Que se passe-t-il dans votre esprit conscient? Et bien sûr, les mécanismes de défense qui vous entourent vont aussi être un sujet à aborder. Par exemple, avez-vous tendance à éviter cette anxiété? C'est-à-dire que le phénomène s'est empiré sur les 3 derniers mois, mais votre esprit ne veut le reconnaître et d'ici là, la situation est vraiment mauvaise. Ou avez-vous tendance à ne pas éviter le problème? Ça vient juste de commencer et vous voulez lui couper l'herbe sous le pied immédiatement. Le psychiatre va être intéressé, dans les mécanismes de défense qui entourent votre conscience et aussi dans la structure du caractère. Quelles décisions vous prenez? Y allez-vous peu importe la raison? Avez-vous des problèmes qui font que vous évitez les choses? Prenez-vous des décisions qui vous font arriver en retard, ce qui vous pose des problèmes? Comment cela impacte-t-il la suite de votre journée? Faites-vous les choses différemment dans ces cas-là? Le psychiatre peut donc comprendre votre structure de caractère et au final, vous comprenez aussi tout ça en sondant le moi qui est au-dessus. Et quelle expérience de ce moi avez-vous? Voyez-vous un problème que vous voulez traiter, mais en même temps, vous êtes toujours très efficace dans votre travail et cette chose n'est pas une chose horrible sur vous, vous avez simplement besoin d'y faire face. Ou bien votre moi est-il impacté au point où vous vous dites que vous ne pouvez plus faire ci ou ça, ou que vous n'êtes pas assez? On veut comprendre quelle est l'expérience du soi, et si nous faisons tout cela, comment pouvons-nous ne pas réussir à comprendre cette anxiété et rendre les choses meilleures? C'est comme la santé physique. Peut-être que nous ne pouvons pas trouver une solution, mais c'est un cas exceptionnel. Si nous nous mettons en action, nous nous dirions que nous ne devrions pas avoir cela en nous, car c'est une chose négative qui nous rend malheureux, qui nous éloigne de l'autonomisation et de l'humilité.
Car si vous vous auto-flagellez à cause de ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est une persécution qui nous éloigne de la santé. Donc, nous ne voulons pas que ça soit comme ça, car ça va à l'encontre de la capacité d'initiation et de contrôle de ces actions et à l'encontre de la gratitude. Et nous voulons le comprendre, le poursuivre et le rendre meilleur. On va aborder maintenant un sujet qui intéresse euh, un bon nombre de personnes, c'est le sujet de la confiance en soi. Une des questions les plus posées est comment être plus confiant au quotidien. Et dans le cadre de cette discussion, la confiance peut-elle se définir comme notre capacité à faire confiance à nos prédispositions et à nos potentialités suffisamment pour que quand nous rencontrons des scénarios entre A et Z, nous nous sentons plus bien sur le fait que nous allons y répondre de la bonne manière, d'une manière qui ne menacerait pas notre esprit conscient. La confiance est-elle notre capacité à nous faire confiance dans divers contextes? Et en même temps, nous pouvons peut-être parler de narcissisme, car les personnes qui sont saines mentalement ne voudront certainement pas être l'idiot qui pense qu'il est meilleur que ce qu'il est réellement. Déjà, tout ce qu'on a dit sur la confiance est juste. On va néanmoins ajouter 2 facteurs qui sont vraiment des facteurs importants. Le premier est la dépendance à l'état et le second est la phénoménologie. Pour la dépendance à l'état, quand nous parlons de confiance, ce n'est pas uniforme ou ce n'est pas automatiquement uniforme. Donc, si vous dites à votre psychiatre que vous manquez de confiance en vous, il va vouloir savoir, est-ce que c'est partout pareil? Est-ce une manière dont vous pensez à vous-même? Par exemple, je ne suis pas assez bon dans tout, ou bien manquez-vous de confiance en vous dans un domaine spécifique? Et c'est d'ailleurs souvent le cas. Et c'est une différence colossale, car vous avez la machinerie de la confiance qui est en vous, vous avez les prédispositions et les potentialités pour la confiance lorsque cette structure du caractère interagit avec le monde, mais vous n'êtes juste pas capable de la mettre en action dans une situation spéciale, pour ainsi dire. Par exemple, pour certaines personnes, cela se traduit par un retrait volontaire de la romance, heu, parce que c'est tellement chargé émotionnellement et qu'une rupture ou qu'un rejet peut faire si mal que nous pouvons voir des personnes très confiantes dans de très nombreux aspects de la vie ne pas du tout l'être en amour. Elles vont dire que ça ne marche pas pour elles ou que personne ne va les aimer, mais bien qu'elles disent ça, ce n'est pas comme ça qu'elles se sentent en réalité, ce n'est pas ce qu'elles ressentent à propos d'elles-mêmes en tant qu'êtres humains. Ensuite, nous en arrivons à déterminer comment rendre les choses meilleures de façon très robuste en disant: «J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez tous les outils et la machinerie, vous êtes confiant de tellement de manières différentes et peut-être même dans tout sauf dans ce domaine-là et allons donc regarder pourquoi c'est si spécial». Et on en revient à se demander si ça relève de l'inconscient, du conscient, de comment cette personne s'engage et aborde la vie. Nous devons donc comprendre quel est l'état et si le manque de confiance en soi est dépendant ou non de l'état. Si maintenant la personne n'est confiante nulle part, nous revenons encore une fois, comme toujours, aux mêmes endroits pour regarder ce qui ne va pas. Mais dans ces cas-là, vous allez peut-être plus penser, y a-t-il eu un traumatisme dans l'enfance de cette personne ou à un stade peu avancé de leur développement qui a enlevé leur capacité à accumuler de la confiance? Car si vous n'êtes confiant nulle part, il y a un problème plus profond, il y a toujours des choses, des domaines dans lesquels une personne peut se sentir confiante. Donc, la dépendance à l'état est très importante, tout comme l'est la phénoménologie. La phénoménologie concerne quelle est votre expérience d'être confiant. Si la personne répond qu'elle est confiante quand elle rentre dans une pièce remplie de monde, ok,
Le psychiatre va vouloir en savoir plus là aussi, car si en posant des questions, la personne lui répond qu'elle se sent plutôt confiante, car elle est une personne intelligente, qui peut réfléchir rapidement, qui se débrouille bien avec les autres, et si quelque chose ne se passe pas bien, elle peut s'en remettre facilement, eh bien cela sonne plutôt bien. Maintenant, si la personne répond, qu'elle se sent confiante dans cette situation, car elle est persuadée d'être meilleure que les autres, eh bien maintenant nous avons un problème car ça risque de ne pas très bien se passer pour cette personne sur certains autres aspects de la vie. Ça ne risque pas d'amener cette personne vers l'humilité et la gratitude et c'est pour ça que le psychiatre va chercher à connaître l'origine de cet état, car encore une fois, il y a peut-être un problème plus profond du narcissisme qui peut être une réaction à la vulnérabilité. Et en réalité, la personne est profondément timide, mais se présente comme étant très confiante avec un sentiment de supériorité, et ce n'est pas une recette pour le bonheur. Donc, pour ce qui est de la confiance, nous voulons comprendre toutes les choses que nous avons dites, quels sont les facteurs, les prédispositions et les potentialités, et ensuite nous devons nous intéresser aux expériences dans la vraie vie de la confiance ou de son manque selon les situations, et quelle est l'expérience intérieure de la personne de cette confiance. C'est pour ça que la compréhension de tous ces facteurs et de tous ces mécanismes est si primordiale, car nous traitons de santé mentale et que prendre des médicaments sans comprendre les choses n'arrangera pas la situation. Si nous ne comprenons pas les personnes, nous ne pouvons pas comprendre ce que signifie ce qu'elles nous racontent. Si nous n'avons pas de contexte, nous n'avons pas de connaissances. Une autre question très fréquemment posée concerne les croyances et les récits internes que nous avons. Bon nombre de personnes se demandent comment elles peuvent changer ce qu'elles pensent d'elles-mêmes et comment elles peuvent changer certains scripts dans leur tête, plus particulièrement comment elles peuvent mettre fin à un récit dans leur tête. Il semble que ça va assez bien avec la structure du soi, car comme nous l'avons évoqué, le soi ou la structure du soi inclut l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sous la surface de l'eau dans notre modèle de l'iceberg. Ensuite, que se passe-t-il dans l'esprit conscient, ce dernier étant protégé par des mécanismes de défense qui grandissent à partir de l'inconscient, et enfin la structure du caractère et du soi. Mais pour ce qui est des croyances et des récits internes, il semble que ce sont des choses dont les personnes sont assez bien conscientes. Le simple fait qu'elles posent la question de savoir comment faire pour changer les récits internes montre qu'elles en sont conscientes. Et cela implique également que beaucoup de personnes considèrent que leurs croyances et leurs récits internes ne sont pas sains pour elles, ou tout du moins que ces choses-là ne les servent pas au mieux, euh, qu'elles sont tout simplement intrusives. Voyons donc un peu plus en détail le rôle des croyances et des récits internes et s'ils sont ou non importants pour recabler et réinitialiser les choses. C'est un point très important que nous allons aborder à présent. Imaginez que vous vous répétez sans cesse que vous êtes une merde, que vous n'êtes pas bon. Imaginez essayer d'avancer dans la vie avec quelqu'un qui vous répète ces choses horribles tout le temps. C'est encore pire quand c'est à l'intérieur de votre propre tête. Car ce qui se passe à l'intérieur, notre dialogue interne, nos récits internes sont extrêmement importants. Et c'est là que nous arrivons à un gros problème. Nous vivons dans une ère et dans une culture qui est vraiment en recherche permanente de gratification instantanée, sauf que tout ce dont nous parlons peut changer, mais ça ne change pas rapidement. Et ce n'est pas en 10 séances de thérapie comportementale que vous allez réussir à changer vos croyances, car ça ne change pas aussi rapidement. Imaginons qu'on choisisse un mot complètement au hasard dans le dictionnaire et qu'on décide de le répéter 500 fois. Le soir, on aura sans doute le mot dans notre esprit tellement nous l'avons répété. Imaginez maintenant qu'il y a quelque chose qui est extrêmement chargé émotionnellement et que vous l'avez dit des milliers et des milliers de fois dans votre tête. Il n'y a aucune chance que ça s'en aille rapidement, mais
ça peut s'en aller et pendant le processus de son départ progressif, de son atrophie, votre vie peut devenir meilleure. C'est l'opposé de sans aucun espoir. C'est même très encourageant. Mais dans un monde qui recherche la gratification instantanée, comment régler comment régler ça maintenant? Ça ne reconnaît pas ce processus qui prend du temps. Nous entendons tout le temps que telle ou telle personne a échoué avec une thérapie, sauf qu'il y a des choses en nous qui peuvent prendre des mois, voire des années pour s'améliorer. Et ça n'est donc pas 10 séances de thérapie qui vont changer ces choses-là. Et encore une fois, c'est déjà bien si nous sommes conscients de ce qui se passe. Le simple fait de comprendre et de faire des changements permet de nous sentir mieux à propos de nous-mêmes et plus confiants en nous-mêmes. Nous pouvons changer les choses, mais nous devons les aborder de la bonne manière. Disons par exemple que professionnellement, vous souhaitez atteindre un certain objectif, mais que vous ne l'atteindrez pas ou que vous recherchez un ou une partenaire romantique, mais que vous vous répétez sans arrêt que personne ne voudra de vous. Les pensées sont là encore et encore, et vous imaginez bien qu'elles vont s'inviter dans l'inconscient en plus de l'esprit conscient et les mécanismes de défense, et ça a un impact négatif vous rendant plus évitant par exemple. Il n'y a rien de bon dans ces situations et nous voulons que ça change. Nous voulons que vous puissiez vous dire que vous pouvez atteindre vos objectifs ou que vous êtes aimable, qu'on peut vous aimer. On veut donc changer ça, car une fois qu'on entame les changements, on ouvre une voie qui n'existait pas auparavant et qui n'aura rien à voir avec l'autoroute à 4 voies que vous avez empruntée pendant des années et des années pour vous dire des choses construites sur des traumatismes. Donc, au fur et à mesure, vous améliorez la voie que vous avez ouverte, vous dirigez vos efforts, plus de ressources et d'énergie vers cette voie pour qu'elle devienne meilleure et tout à coup, vous êtes passé d'un chemin en terre étroit à une petite route sur laquelle il y a du goudron, de plus en plus de circulation, de plus en plus d'énergie est retirée à l'autoroute qui commence peut-être à être sérieusement dégradée avec des fissures, des trous, de la végétation. Et non, je ne parle pas de la route dans le Gard. Et nous pouvons changer tout ça, mais nous devons comprendre ce qui se passe et l'identifier. Que se passe-t-il en moi? Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je comprends le processus du changement? Comment est-ce que j'améliore mon autonomisation durant le processus du changement? Si nous abordons les choses de la bonne manière, tout peut changer et être changé. Ce n'est pas câblé fortement, hardwired en anglais, c'est simplement fortement renforcé. C'est grâce à ça qu'on n'oublie pas notre prénom, pardon, qu'on n'oublie pas où on habite, car nous devons nous rappeler de nombreuses choses importantes à notre survie. Et si quelque chose présente une forte émotivité et qu'on y a beaucoup pensé, alors nous ne l'oublions pas, mais ce mécanisme est détourné par des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et nous pouvons revenir en arrière si et seulement si nous comprenons les choses. Voyons maintenant quels sont les outils qui peuvent permettre de procéder à ces changements et de faire en sorte qu'il n'y ait pas la peur de rechuter dans le futur, comme ça peut arriver dans le domaine de la santé physique chez les personnes qui étaient en surpoids et qui, une fois qu'elles ont perdu tout ce qu'elles avaient en trop, ont peur de retomber dans leurs vieilles habitudes et de reprendre tout le poids qu'elles avaient perdu. Tout d'abord, peu importe ce qui se passe dans la tête d'une personne, c'est traitable. Mais vous ne savez ce que c'est et comment le traiter tant que vous n'avez pas posé la question: «Que se passe-t-il là-dedans?» Si par exemple la personne qui a peur de reprendre tout le poids qu'elle a perdu dit au psychiatre qu'elle sait que lorsque quelque chose de terrible arrive, elle ne prend plus soin d'elle pendant des semaines ou des mois, eh bien cette peur est assez légitime et le psychiatre va essayer de comprendre pourquoi cette personne a ce schéma d'action dans ces situations et comment régler ça en comprenant et en travaillant sur ce schéma. Mais ça peut être aussi
ça peut être aussi dû, à toute autre chose. Peut-être que la personne a plutôt des grosses envies de nourriture tout au long de la journée et il faut s'intéresser à la provenance de ces envies, ou c'est peut-être que cette personne est déprimée et que quand elle est déprimée, elle ne peut pas s'arrêter de manger, et de manger plus, ou c'est tout simplement le fait qu'elle va, tellement bien qu'elle a peur que tout s'arrête et redevienne comme avant. C'est un peu un syndrome de l'imposteur, tout va tellement, bien qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Dans ces cas-là, on va peut-être utiliser le renforcement selon les qualités de la personne, la discipline, la persévérance, et cetera. Et très, souvent, les personnes qui sont inquiètes ont une inquiétude concernant la santé et on va donc chercher les causes de ces inquiétudes et renforcer le positif et s'il y a quelque chose de négatif, un cercle ver un cercle vicieux engendré par un traumatisme, des envies, une dépression et cetera. On peut aussi comprendre ces choses-là et on en revient au fait qu'il y a une réponse à tout ce qui n'est pas si compliqué, qu'il y a une réponse à tout et ce n'est pas si compliqué que ça d'arriver à la solution, d'un point de vue scientifique comme pour la santé physique. Nous avons les outils, que nous devons, mettre en œuvre, mais il faut comprendre la personne, sinon on ne pourra pas savoir quels sont les bons outils à utiliser pour elle. Si 2 personnes viennent voir un médecin et lui disent qu'elles ne se sentent pas bien, il y a de très fortes chances pour qu'elles ne, ressortent pas avec le même diagnostic si le médecin a bien fait le travail de compréhension des 2 personnes et c'est pareil pour la santé mentale. La compréhension de l'être est la clé de voûte. Si on veut que chacun soit heureux, épanoui et que chacun vive une meilleure vie, il est primordial d'agir de manière individuelle car tout le monde est différent. Le bon sens et la science nous confirment cela. Et si nous adoptons cette approche, chaque personne peut alors être là où elle le souhaite. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont rien à faire du soi, du conscient, de l'inconscient, des mécanismes de défense et qui ne jurent que par l'action et l'accomplissement de choses. Beaucoup de personnes ne voient pas l'intérêt d'explorer le soi et de le comprendre, tout comme on essaie de comprendre les mécanismes de l'endurance, de la force musculaire pour être en meilleure santé et pour pouvoir pleinement profiter de la vie. Et ces personnes-là, aussi accomplies soient-elles, manquent une grosse partie de l'expérience de la vie à cause de cette mentalité et causent beaucoup de souffrance dans le monde, y compris leur propre souffrance. Faisons appel au bon sens. Imaginez quelqu'un qui n'y connaît rien en matière de santé, il ne sait pas comment faire du sport, comment bien manger, et cette personne est en mauvaise santé, elle est en surpoids, elle n'a pas beaucoup d'énergie, elle fait de l'apnée du sommeil. Eh bien, nous ne dirions pas à cette personne de changer, d'être totalement différente dès maintenant, car ça serait stupide et cruel de faire cela. Disons maintenant qu'on avance de quelques mois dans le temps et qu'on revoit cette personne et qu'elle semble en bien meilleure santé, elle a perdu du poids, elle a bien plus d'énergie, etc. Énormément de choses se sont passées entre ces 2 moments. La personne a dû en apprendre énormément sur elle-même, car sinon, comment quelqu'un peut-il prendre soin de lui? Quels aliments sains manger et comment les obtenir? Quels exercices physiques peuvent fonctionner pour lui et comment vont-ils fonctionner? Comment rendre les muscles, le cœur et la capacité pulmonaire plus forts? Pour répondre à toutes ces interrogations, il y a de l'apprentissage, de la discipline, de la résilience. C'est comme ça que la personne en arrive là où elle est lorsqu'on la revoit. Et il n'y a rien de différent pour la santé mentale. On ne va pas vous dire sois différent maintenant, tout simplement. Que vous soyez très timide ou que vous vous sentiez supérieur à tout le monde ou que la vie ne vous apporte pas ce que vous voulez ou que les récits internes que vous avez sont négatifs. On ne va certainement pas vous dire ça. Et il y a tellement de personnes qui vont avoir ce discours de sois différent maintenant qui est dénigrant et horrible envers les autres, mais aussi et surtout envers elles-mêmes. Et la plupart du temps, les personnes se disent ça à elles-mêmes. Pourquoi je ne suis pas différent? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est quoi mon problème?
Mais c'est comme pour tout, il faut de la compréhension, du travail et des efforts. La bonne nouvelle est que vous pouvez atteindre n'importe quel changement que vous désirez, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est juste que ça n'arrivera pas du jour au lendemain, comme par magie. Il vous faudra appliquer une combinaison de science et de bon sens, comme pour tout le reste. C'est pourquoi nous avons vu l'inconscient, l'esprit conscient, la structure et la fonction du soi, car c'est que la photo prise quelques mois plus tard est différente de la première, et c'est vrai d'un point de vue de santé mentale aussi. Nous avons beaucoup parlé de la structure du soi, de l'inconscient, de l'esprit conscient, des mécanismes de défense, de la structure du caractère, mais nous n'avons pas trop parlé de la fonction du soi. Qu'est-ce que la fonction du soi? Pour commencer, si nous revenons au cadre, il y a deux piliers sur lesquels nous construisons nos vies. La structure du soi et la fonction du soi. Et comme nous l'avons dit, nous avons plus évoqué la structure du soi pour l'instant, structure qui est plus que des noms. Il y a un inconscient. Qu'est-ce qu'il y a dans cet inconscient? Il y a des mécanismes de défense. Comment les utilise-t-on? Etc. Ce ne sont pas juste des noms, c'est plutôt que sont ces choses? Et ensuite, nous les mettons en pratique. La fonction du soi, ce sont plutôt les verbes. Donc, la structure, c'est plutôt des noms, la fonction, plutôt des verbes. La fonction du soi doit commencer par une conscience du fait qu'il y a un moi, une personne séparée des autres, sur laquelle j'ai une responsabilité. Personne d'autre ne me guide, c'est moi. Je sais qu'il y a un moi. Ensuite, par-dessus ça, nous commençons à voir des mécanismes de défense en action, car nous sommes en train de parler de la fonction. Nous sommes conscients qu'il y a un jeu, mais les premières choses qui arrivent à ce jeu sont des choses inconscientes. Donc, les mécanismes de défense, parce que nous ne les contrôlons pas, commencent à faire des choses automatiquement. Si par exemple vous avez une défense d'évitement, ne pensez jamais Heu, pardon. Si par exemple vous avez une défense d'évitement, vous ne pensez, jamais à si vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais vous allez automatiquement vous dérober et ce n'est pas bon. C'est un facteur, mais un facteur dont vous n'êtes pas conscient tant que vous n'avez pas fait le travail d'introspection. Les mécanismes de défense déterminent en quelque sorte la configuration du terrain. Ce sont des mécanismes inconscients qui peuvent être changés, mais pour ça, il est important de comprendre que peu importe ce qu'est ce nid de mécanisme de défense, c'est ce que vous avez maintenant, c'est ce avec quoi vous vivez en ce moment. Ils ont une fonction, ce n'est pas parce que c'est inconscient que ça n'est pas important. Dans le cas d'une personne timide, renfermée, on peut comprendre pourquoi certains mécanismes de défense sont là. Ça peut être à cause de la peur du rejet, de la mauvaise interprétation des paroles de la personne qui nous parle. Est-elle intéressée à vous ou bien est-ce plutôt amical? On peut comprendre comment le détournement de l'inconscient peut être protecteur contre toutes les possibilités négatives, ce qui paraît au fond plus rationnel, car quelle est la probabilité qu'une interaction dans un rayon de supermarché, par exemple, se transforme en relation amoureuse? Après la conscience d'un jeu, la chose suivante dans la fonction du soi sont les mécanismes de défense en action. Voyons donc des exemples de mécanismes de défense en action, car c'est un sujet très intéressant, en ce sens que nous avons cette chose qui provient de la partie immergée de l'iceberg et qui nous empêche de voir notre vie et nous-mêmes comme nous le sommes vraiment, et qui nous empêche peut-être aussi d'atteindre la gratitude, l'autonomisation, l'humilité, ainsi que l'initiation et le contrôle de nos actions. Toutes ces choses qui sont un peu le fil conducteur de cette discussion aujourd'hui. Ce sont des forces très puissantes et la plupart d'entre nous voulons comprendre si celles que nous possédons nous servent bien ou non. Tout d'abord,
il y a quelque chose de très compliqué qui se passe dans la partie sous l'eau de l'iceberg, cet super ordinateur biologique qui fait tourner des millions d'actions, des millions de pensées et des millions de processus internes en quelques secondes. Cela change constamment notre structure défensive, donc c'est compliqué. Quand il y a quand il y en a un qui part, un autre arrive, il change, il y en a, un peu d'un, un peu de l'autre, donc c'est un processus très complexe. Fort heureusement, nous pouvons le regarder et le comprendre. Un exemple commun de mécanisme de défense qui peut nous causer beaucoup de problèmes est la projection. Voyons 2 exemples de projection. Le premier concerne l'expérience d'être assis dans une voiture et d'être coincé dans les embouteillages, être un peu en retard et se sentir assiégé. Qu'est-ce que signifie se sentir pris au piège comme ça? Y a-t-il quelque chose qui s'appelle le trafic et qui veut vous contrecarrer et qui a un esprit? Est-ce que les voitures autour de vous, est-ce les voitures autour de vous ou les personnes autour de vous? Que se passe-t-il? Vous avez une perception d'hostilité, vous vous sentez assiégé. Mais en réalité, c'est simplement la colère et la frustration en vous. Vous êtes le seul à vous sentir en colère et frustré. Il n'y a personne et rien à part vous qui ressentez quelque chose à propos de ça. Mais vous avez le sentiment que tout le monde autour de vous est hostile car vous projetez votre colère et votre frustration vers l'extérieur. Et ce n'est pas bon car, à la place d'être pris dans le trafic et de vous dire que c'est tout à fait normal qu'il y en ait autant à ce moment-là et à cet endroit-là de la journée, hem et que vous n'êtes pas content et par conséquent que vous devriez partir plus tôt, comme ça vous ne serez pas en retard, vous pouvez donc choisir tout un ensemble de décisions que vous ne prenez pas ou alors vous pensez en avoir seulement pour 15 minutes, mais ben, il y a eu un accident et ben, vous vous dites qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous êtes conscient de ce que vous êtes ou non capable de contrôler, cela peut rendre la situation bien meilleure, notamment en faisant en sorte que ça ne vous arrive pas tous les jours, mais aussi ça enlève eh bien, la colère et la frustration. C'était un bon exemple de projection car c'est le genre de situation qui se produit très régulièrement, mais la projection se passe aussi avec des personnes. Disons que vous et moi travaillons ensemble et que nous allons faire quelque chose de coopératif. Et disons que je ne suis pas dans un bon jour et que quelque chose de négatif m'est arrivé avant que j'arrive au travail et je ne suis pas au mieux, je suis un peu irritable et frustré. C'est le genre de situation qui se produit très souvent et comme je suis irritable et frustré, vous ne vous sentez pas à l'aise non plus et vous aussi allez peut-être devenir irritable et frustré. Et même si ça n'est pas le cas, le fait que je me sente ainsi, la projection va très souvent m'amener à croire que c'est vous qui êtes dans cet état. Nous faisons donc des attributions incorrectes, sauf que nous le faisons très souvent. La projection est donc un exemple de mécanisme de défense qui peut nous poser de très nombreux soucis. Un autre mécanisme de défense peut être le déplacement. Si je ressens de la colère ou de la frustration dans un certain domaine, l'idée de la ressentir au travail et de frapper un homme à terre, ce n'est pas bien de faire cela. Nous ne reconnais nous ne reconnaissons pas ce qui se passe en nous, ce que nous pourrions changer, ce que nous pourrions améliorer. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose de négatif qui est généré en vous, mais à l'intérieur, nous avons l'impression que ça vient de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il y a des défenses négatives, toutes les choses nous égarent. Il peut également y avoir des défenses positives, comme l'altruisme. Quelqu'un peut me faire quelque chose de négatif et au lieu de transmettre cette négativité, j'opte pour le contraire et je me dis que je ferai quelque chose de bien, de gentil à la prochaine personne, car j'aurai l'opportunité et j'aurai cette opportunité de soit transmettre du positif, soit de transmettre du négatif. Ceci est une défense
Et certaines personnes la possèdent et auront tendance à réagir différemment par rapport à la chose négative qui leur est arrivée. Ces mécanismes de défense peuvent donc fonctionner pour ou contre nous. Ils sont compliqués. Il y a des combinaisons aussi de ces mécanismes. Mais nous pouvons regarder à l'intérieur. Et si par exemple j'utilise la projection tout le temps et que je pense que toutes les personnes autour de moi sont énervées et frustrées, ou qu'il y a toujours des bouchons et qu'après avoir commencé à en parler, cela devient apparent qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent dont je n'étais pas conscient. Et après réflexion ou après une thérapie euh, ou après une discussion avec un bon ami, tout ça peut nous aider à constater que ces choses se passent en nous, ce qui peut nous aider. C'est la meilleure chose c'est la même chose, pardon, avec l'utilisation de l'humour. Si j'utilise l'humour pour décompresser dans des situations inconfortables ou qui me rendent mal à l'aise, peut-être que cela facilite le progrès social, mais peut-être qu'avec le temps, je commence à utiliser l'humour pour dénigrer. Ça n'est donc plus si bon que ça, mais je ne suis peut-être pas conscient de ce changement, juste parce que je peux être drôle dans certaines situations, mais que je n'utilise plus l'humour pour moi, mais contre moi. Et en parlant à des personnes, en réfléchissant, nous pouvons être conscients de la structure défensive en nous, ce qui fait qu'il n'y a plus d'automatisme. Si vous me dites que j'utilise beaucoup la projection, je peux en être conscient, tout comme si nous sommes tous les deux dans un supermarché et que quelqu'un me dit quelque chose de gentil et que je me dérobe et que vous me dites, tu n'étais même pas conscient que quelqu'un t'a dit bonjour. Et à partir de cette prise de conscience, peut-être que je vais me dire que je n'ai plus envie que cela se reproduise, euh, inconsciemment, et à chaque fois qu'une personne que je ne connais pas me dit quelque chose, je vais analyser la situation pour voir ce qui se passe. Est-elle amicale ou fait-elle autre chose? Euh, Enregistrons les informations, comme ça nous pouvons prendre ce qui est inconscient et le rendre conscient pour que nous puissions le changer. Un autre mécanisme de défense qui est lié avec le déplacement est l'identification projective, qui consiste à faire en sorte que les autres ressentent ce que vous ressentez pour que vos besoins soient satisfaits. Un exemple peut être dans une entreprise où les dirigeants sont très anxieux et où ils vont par exemple donner une tonne de travail à leurs employés, ce qui va rendre les employés anxieux à leur tour. Pour être plus clair, voyons comment définir la projection, le déplacement et l'identification projective. La projection, c'est quand on n'assume pas, ce n'est pas moi qui suis en colère, c'est lui, donc je n'assume pas d'être en colère, je dis que c'est quelqu'un d'autre, même si c'est moi qui le suis. Le déplacement, c'est ce qui sort de nous ou ce que nous attribuons qui peut changer. Ce n'est pas cette personne qui m'énerve, c'est celle-là, car c'est une personne plus sûre contre laquelle être en colère, ou si je vais évacuer ma colère, au lieu de métaphoriquement frapper la personne qui pourrait réagir d'une manière que je ne désire pas, peut-être que je frappe le chien qui est incapable de réagir en retour, ou l'homme à terre. L'identification projective est quant à elle l'expression d'un état émotionnel chez une personne qui devient contagieuse chez les autres, même si la personne n'essaie pas de faire ça, car si la personne vous dit je vais te rendre anxieux, ce n'est plus un mécanisme de défense. Voyons un bon exemple d'identification projective. J'oublie mes clés au travail. Et quand il est l'heure de partir, je ne les trouve plus. Je commence donc à m'exprimer, où sont mes clés? Et je commence à devenir anxieux et tendu. Maintenant, les autres personnes autour de moi entendent tout ça. Et comment pensez-vous qu'elles se sentent? Anxieuses et tendues, comme vous, bien sûr. Et elles veulent donc m'aider à retrouver mes clés pour que j'arrête de diffuser cette anxiété et cette tension dans cet environnement. Ensuite, nous retrouvons mes clés, je les remercie, mon état émotionnel se calme et après réflexion, je me dis que je ne veux pas faire ça. Mes besoins sont satisfaits,
en rendant les autres pas bien, en leur faisant ressentir des choses désagréables. Donc pour éviter ça, une solution peut être de ranger les clés toujours au même endroit, tous les jours, car je n'aime pas cet état et en plus, j'ai mis d'autres personnes dans cet état. C'est donc un exemple simple mais compréhensible de comment l'identification projective fonctionne, car ce genre de situation arrive tout le temps. Mais nous pouvons en être conscients, comme ça, je ne perds plus mes clés, je n'ai plus besoin de culpabiliser à cause de ça, et je n'ai pas besoin de m'activer et d'activer les autres sans raison. Réfléchir et penser permettent de changer ça pour le meilleur et peut marcher pour des choses bien plus grosses. Revenons-en à l'humour à présent, car ça peut être un super outil et nous faire du bien. Mais il y a aussi de nombreuses personnes qui vont utiliser le sarcasme, parfois en bien, mais aussi parfois pour rabaisser les autres à chaque fois qu'ils partagent quelque chose de positif. Et puis, une autre chose qui est liée avec le sarcasme, c'est le cynisme qui ressemble à un mauvais mécanisme de défense, car car on voit le négatif, seulement le négatif dans chaque situation. Le sarcasme, quant à lui, peut être vraiment drôle pour tout le monde dans certains cas, mais lui et le cynisme sont aussi souvent utilisés pour réduire ce qui serait autrement des expériences de bienveillance ou de rapprochement. L'humour peut être une arme et certaines personnes peuvent être très agressives avec l'humour en laissant leur agression grandir, ce qui est une défense. La personne ne se sent pas bien et elle va vouloir que ce soit le cas pour les autres. C'est que l'envie, la jalousie peuvent survenir et utiliser cet humour sarcastique est une forme de méfiance, d'agression. Ce n'est pas de l'humour comme une défense saine. C'est juste une nuance du langage. Si l'humour peut être une défense, vous trébuchez et vous tombez, vous faites une blague et tout le monde rit avec vous et non de vous, alors l'humour est une bonne défense. Vous vous êtes fait vous sentir mieux, vous avez facilité le déroulement des choses. Mais si vous utilisez l'humour sarcastique pour attaquer quelqu'un, ça devient une manifestation de l'agressivité. Le sarcasme est quelque chose qu'on peut faire maintenant. On peut faire une blague sarcastique, drôle ou non, maintenant. Mais pour le cynisme, on est plus sur une manière de voir le monde. C'est un type de défense différent. Vous ne pouvez rien me prendre, car je pense qu'il n'y a rien qu'on puisse ajouter de bien. Je ne peux me sentir je ne peux pas me sentir plus mal car je me sens déjà mal à propos du monde qui m'entoure et à propos des personnes qui y vivent et je me protège de cette manière. C'est donc une mauvaise défense, une défense malsaine car elle amène à l'isolation, à la méfiance. Mais nous savons que les gens qui vivent à travers l'altruisme et la gratitude, et s'ils sont connectés aux autres, sont heureux. Le point de vue cynique et le simple fait d'être dans ce monde nous rend cyniques et c'est OK, car c'est une partie de la conscience, mais celui dont nous parlons en général est un cynisme plus étendu qui devient une défense malsaine, qui est blessante pour les autres et même pour la personne. Le fait que je vois toutes les choses comme misérables et que si ça n'est pas votre cas, je vais vous rabaisser, si vous êtes trop heureux par rapport à un certain seuil de cynisme, on vous voit comme stupide, il n'y a rien qui concerne l'altruisme et la gratitude là-dedans. La personne qui est trop cynique n'est pas heureuse, pardon, et les personnes qui l'entourent ne le sont pas non plus. Nous avons donc parlé de ces deux piliers du soi, la structure du soi et la fonction du soi. Et pour la fonction du soi, nous avons décrit la conscience de soi, cette notion ou cette réalisation qu'il y a un je, qu'il y a un moi. Nous avons ensuite évoqué les mécanismes de défense en action, comme ils opèrent dans le monde réel de manière positive ou négative. Il semblerait qu'une grande partie de ce qui se passe ici en termes de compréhension de la fonction du soi a un lien avec les choses auxquelles on prête attention et où nous dirigeons nos efforts, ou là où nous choisissons de ne pas placer ni notre attention ni nos efforts. En effet, la science est un concept très vaste dans l'existence humaine.
Il y a des milliers et des milliers de choses auxquelles vous et moi pouvons prêter attention en ce moment même, mais nous ne prêtons attention qu'à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, nous bloquons tellement d'autres pensées, idées, récits internes, mais si quelque chose venait à changer très rapidement, si par exemple nous entendions un bruit sourd, notre attention va changer du même coup. Nous sommes saillants les uns envers les autres, car c'est ce que nous avons choisi, et nous concentrons notre esprit, et quelque part au fond de nous, nous savons que nous pouvons changer notre attention si quelque chose de plus important, un danger par exemple, venait à survenir. Dans le cours de la vie, ce qui est saillant pour nous est tellement complexe et déterminé par tellement d'autres facteurs qui demandent énormément d'attention. Un exemple est que tellement de personnes ont un dialogue interne négatif qui tourne en boucle encore et encore, ou alors elles se remémorent constamment des images, des événements traumatisants, ou simplement avec lesquels elles ne sont des événements avec lesquels elles ne sont pas heureuses, des images d'elles-mêmes négatives et des récits internes où les images internes peuvent être tellement puissantes qu'il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Par exemple, une personne qui adorait la musique et qui avait de bonnes pensées tout en écoutant de la musique, lui permettant de suivre ses intérêts et de créer de la jouissance dans sa vie, et cette personne, en réalité, écoutait ces derniers temps de la musique, non pas parce qu'elle aimait l'écouter, mais plutôt pour faire taire l'espace d'un trajet en voiture, le récit interne négatif dans sa tête, et c'était tellement saillant que cette personne ne pouvait pas entrevoir la bonté. Elle pensait que rien ne pouvait changer et que rien ne pouvait s'améliorer et aller mieux, et elle en était persuadée. Et en effet, rien ne peut s'améliorer tant qu'il y a ce mantra constant se répétant sans arrêt, mais les choses peuvent s'améliorer si ça devient moins saillant et que vos pensées et vos réflexions deviennent plus saillantes. Et au bout d'un certain temps, car ça ne prend pas quelques heures à changer, comme nous l'avons dit, la personne était de nouveau en mesure d'écouter de la musique et d'avoir toutes ses pensées comme avant, car le dialogue interne était de moins en moins saillant. Et, et lorsque la saillance a changé de camp, la vie de la personne aussi, et pour le mieux. Voilà, on s'arrête ici. C'est l'épisode le plus long du podcast des 4 piliers qu'on ait fait, 1h30. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes sur YouTube, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite dans le futur sur le podcast des 4 piliers et à me faire des retours sur cet épisode. N'hésitez pas aussi, que vous soyez sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube, à partager ce contenu, tout simplement pour, que ce type de contenu puisse, toucher le plus de personnes, possible, parce que c'est le but de cette chaîne, diffuser le plus d'informations sur la santé, rapidement et gratuitement. Voilà, merci pour tout. Je vais pas vous retenir plus longtemps. On se retrouve jeudi, samedi à 18h pour de nouveaux formats courts et mardi prochain 18h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et sur ce, évidemment, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.